Eh ben, merci, ravi d'être là, ravi de pouvoir partager avec vous tous quelques réflexions, quelques peurs aussi. Donc, c'est plus sympa de partager des peurs avec d'autres personnes parce que ça permet évidemment, d'avoir un petit peu moins peur. Alors, je partageais à l'écran donc la présentation. Vous allez me dire si vous la voyez bien. J'espère que oui. Voilà, Cyber and AI à l'horizon 2030. Bon, la bataille pour la vitesse. Euh, euh, alors, je vais me présenter quand même en 30 secondes. Donc, Philippe Goldstein, je suis enseignant à l'école de guerre économique où je donne un cours sur la cyberdéfense, la cyberpuissance. Euh, je suis aussi, alors il faut que je fasse très attention à la manière de le dire, mais conseiller pour PwC Advisory sur les questions cyber et les questions d'impact de l'IA sur la gestion en entreprise. Et puis aussi sur la question cyber avec l'IA, c'est ce qu'on va voir en fait aujourd'hui. Et je dois lire en introduction, une grande partie de ce que je vais vous montrer participe à des réflexions qui sont engagées avec mes camarades de PwC. Ce que vous allez voir est une forme quand même un petit peu de travail, un peu work in progress, où on va dire beaucoup de, de mes hypothèses un peu personnelles, mais voilà, vous risquez de le voir réapparaître sous d'autres formes, d'ailleurs peut-être un peu plus structurées, nous verrons bien, justement lors de communication de PwC. Mais je dois le dire, et je les remercie. Je remercie Philippe Trouchot, je remercie Jamal Basrir qui est en charge de la practice cyber de PwC pour leur aide et puis nos échanges sur ces questions-là. Voilà. Et puis une autre chose aussi, juste pour le dire, donc ce que vous allez voir, c'est... Alors, je suis désolé parce qu'il y a des slides qui sont en anglais, des slides qui sont en français, il y a un petit mélange de genres. Il y a des explications, c'est que vous allez avoir des slides que j'ai pu utiliser par exemple, il y a quelques temps, il y a même pas mal de temps, lorsque j'avais parlé du futur de la cyber à Dubaï en 2022, et puis on a été un petit peu rattrapé par évidemment l'accélération du temps et en particulier par les questions d'IA. Et donc certaines slides qui, elles, ont été présentées récemment, comme je disais à Gérard juste avant le démarrage, à CyberTech, qui est l'une des grandes conférences cyber en Israël en janvier dernier, avec un écho intéressant aussi. Bon. Donc voilà, alors on va démarrer. Cyber et IA Horizon 2030. Et j'insiste sur ce titre, donc la bataille pour la vitesse. Et on va faire ça un petit peu en trois temps. Un premier temps pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, parce qu'évidemment, c'est très important pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer, eh bien, on va dire dans les 3, 5, 7 ans qui vont venir. Et puis, on va faire une projection sur la cybersécurité offensive dans, mettons, Horizon 2030, et puis d'un autre côté, la cybersécurité défensive, et on va essayer d'en tirer quelques conclusions sur la manière de penser ces problèmes cyber. Voilà. Et donc, un point sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, je me suis permis de citer Game of Thrones et l'une des parties les plus marrantes de cette vieille série de HBO, Winter is Coming, lorsqu'évidemment on veut dire que quelque chose est en train d'arriver, quelque chose est en train de se cristalliser. Et vous verrez que, bon, moi, je partage comment dire, ce point d'attention qu'effectivement, une grosse difficulté est en train de venir. Je suis pas le seul, et je me permets de le dire parce que justement, je ne suis pas le seul. Bon. Alors, Winter is Coming, de quoi s'agit-il? Ce que l'on sait sur notre futur de la cybersécurité, là je vais aller un petit peu vite, c'est que nous avons un choc qui a été à peu près identifié, périmétré, qui est celui du chiffrement post-quantique qui doit nous arriver assez rapidement, où nous avons un chemin qui est quand même relativement balisé, qu'on ait tout simplement des éléments qui nous viennent de NIST, qui est le grand institut de référence aux États-Unis, qu'on ait des deadlines au point de vue fédéral aux États-Unis, avec la nécessité pour certains systèmes de commencer la migration vers 2027 et puis en fait d'achever totalement la migration qui arrive en 2035.
une timeline en Europe qui est relativement comparable, peut-être un petit peu accélérée en France, à la surprise de certains, sur tout ce qui est système supervisé par l'État, à la main de l'État. Et puis, on a aussi tout un ensemble d'éléments de compliance et des réflexions sur les algorithmes de post-quantum cryptographie, des chiffres en post-quantique qui vont être mis en place. Donc, tout ça pour dire que on sait qu'on a une forme de choc qui nous arrive autour de ce risque du déchiffrement quantique qu'on a agité depuis pas mal de temps à raison, où on voit qu'on a des systèmes, 2025 a été une année intéressante là-dessus, on commence à avoir une forme d'avantage quantique par rapport à une informatique dite entre guillemets plus traditionnelle. Et donc, on se dit, OK, il y a un choc, il y a un risque, et puis on est fixé là-dessus. Et on a des timelines qui nous sont posées aux États-Unis par les autorités, en Europe, l'ANSSI également. Et donc, on est concentré sur ça. Et le risque, c'est, vous connaissez l'expression, un train peut en cacher un autre. Et le risque, c'est que là, on a quelque chose qui est relativement balisé, et puis on ne voit pas le deuxième train qui est en train d'arriver et qui est celui d'une bascule liée à l'IA, et en particulier évidemment à l'IA générative. Et là, on va voir, il n'y a pas de balise. Enfin, le chemin est beaucoup plus ouvert, ce qui en fait rend potentiellement une accélération sur l'IA plus dangereuse, parce qu'encore une fois, c'est pas balisé. Et alors, sur les éléments qu'on a déjà identifiés de risques forts autour de l'IA, ben, il y a toute cette explosion autour de ce qu'on pourrait appeler une ingénierie sociale augmentée très fortement justement par l'IA générative. Donc là à l'écran, ben, c'est des choses qui avaient déjà été identifiées dès, je crois, 2024 par les gens de Team 8, qui est un collectif en Israël qui font du conseil très, avec ce qui est le meilleur, entre guillemets, parmi les meilleurs en Israël sur ces questions-là. Et ils avaient posé la question justement à beaucoup de responsables de sécurité. Et évidemment, ce qui faisait le plus peur sur l'utilisation de l'IA dans une cybersécurité offensive, c'était les campagnes de phishing, c'était les hypertrucages, les deepfakes, comme on dit correctement en français, et puis le voice cloning. Bon. Et effectivement, d'une certaine façon, ils ont raison. Euh, Parce que ce que l'on a vu, alors on a pléthore de chiffres qui vont dans tous les sens, et donc c'est pour ça que les chiffres qui sont présentés sur les slides eux aussi vont un petit peu dans tous les sens, mais euh, entre guillemets, les derniers chiffres qui viennent bon, d'un groupe qui s'appelle SlashNext, c'est que sur le spear phishing, donc disons le phishing de pointe, celui où on est capable de bien identifier la voix, le ton, les arguments qui sont même parfois utilisés par certains directeurs, alors un coût évidemment qui est désormais réduit de 90, 95, 99% comparé à ce qui se faisait par le passé, on serait à une augmentation de superphishing depuis l'éruption de ChatGPT depuis novembre 2022 de 4000%, ok, 40. Donc ça, mais ça, c'est une réalité. Donc ça, entre guillemets, bien vu les camarades de Team 8. Et puis, il y a une autre menace qui est apparue, qui est celle du voice cloning. Et là, le voice cloning, ben, de toute façon, vous avez pléthore aujourd'hui de sites que vous pouvez utiliser totalement librement. Moi, j'ai même réalisé un podcast pour un client où j'avais cloné ma voix avec un service de podcast qui s'appelle Gilipod. Tout ça est évidemment parfaitement légal. Mais donc, il devient extrêmement facile de cloner sa voix et donc d'être capable, ben, là aussi, de jouer sur ce qui était un petit peu du domaine de la confiance implicite. À savoir, oui, j'entends la voix que je reconnais de telle ou telle personne, tel ou tel directeur, et donc, ben, je vais peut-être faire l'opération de fraude. En fait, je vais tomber victime de. Euh, il peut y avoir des parades autour de ça. On raconte ce qui s'est passé l'année dernière chez Ferrari, il y a eu ce type d'attaque contre le directeur financier de Ferrari et il avait un message urgent du PDG où, comme par hasard, il fallait faire un virement spécial qui n'était pas complètement normal du point de vue du directeur financier. Et la parade, ça a été de demander quel était le livre que les deux avaient discuté quelques jours auparavant. Manque de bol pour le criminel, il ne le savait pas et donc ça plantait. Donc, vous voyez, des petites choses comme ça.
Mais bon, voilà, il y a une augmentation très forte. On évoque plus de 400% sur les 12-18 mois aux États-Unis sur l'utilisation de ce voice cloning parce que c'est très simple. Et on a même vu, et là aussi, il y a vraiment toute une petite industrie de la petite cybercriminalité qui va utiliser le voice cloning. Il y a beaucoup d'attaques comme ça qu'on a vu démarrer aux États-Unis en 2024-2025 à direction malheureusement des personnes âgées qui tout d'un coup reçoivent des appels de leurs enfants et on voit aussi un petit peu l'inverse. Le premier exemple qu'on ait pu voir de cette petite criminalité qui utilise le voice cloning, c'est quelque chose qui a été rapporté par la Charente Libre en septembre 2024. Il y avait un habitant d'Angers, tout d'un coup, il a un coup de fil de sa maman qui est coincée en gare d'Angers, qui a absolument besoin du numéro de carte bleue. Alors, la voix était là, les intonations étaient un petit peu particulières et puis l'histoire paraissait un peu bizarre. Alors, le monsieur en question a appelé sa mère sur un autre numéro. Il est tombé sur elle. Elle était en Dordogne. Il n'était pas à la gare d'Angers. Bon, voilà. Bon, alors. Mais, et ça, je crois que ça a été rapporté par cybermalveillance. Mais euh, le point qui est intéressant, c'est que c'est, entre guillemets, tellement facile à faire qu'on le voit dans des formes modernisées de la fraude au directeur. On le voit aussi dans de la petite cybercriminalité et on va très probablement continuer à le voir se développer. Donc le texte, à nouveau le spear phishing, c'est très facile désormais par l'IA générative d'être capable de bien capturer l'esprit, le ton, les arguments, etc. Donc on peut faire le spear phishing de qualité. Le voice cloning aussi. Et puis on aboutit désormais à des choses, on va dire, un peu plus complexes autour de l'hyper-trucage. Alors il y a un exemple qui est devenu un peu une forme de tarte à la crème, donc mais je suis quand même obligé de le présenter. C'est ce qui s'était passé en janvier 2024 avec la société d'ingénierie Arup, qui est de mémoire une société britannique, qui a une filiale à Hong Kong. Et sur la filiale à Hong Kong, il y a un des responsables financiers qui tout d'un coup est en visio avec tout un ensemble de dirigeants, dont l'un des grands dirigeants du département finance de Londres, mais d'autres responsables. Et le responsable de Londres lui dit, il faut absolument faire ce virement de 25 millions de dollars hongkongais pour toute une suite de banques locales, ce qui était un petit peu bizarre. Mais, ça c'est un des problèmes de la visioconférence, il y a la pression sociale, l'ensemble des autres personnes qui disent, oui, oui, il faut le faire. Et donc, c'est pas one-to-one, c'est one-to-many. Et la personne, psychologiquement, elle a cédé. Et fallait pas le faire, mais voilà, elle ne pouvait pas comprendre. Là aussi, il y a probablement des problèmes d'identification et d'authentification des personnes sur des systèmes de visioconférence. Euh, Résultat, Arup a perdu les 25 millions de dollars de Hong Kong. Un autre exemple de ça, alors, qui n'est pas exactement de la visioconférence, mais qui est intéressant parce qu'on utilise plusieurs moyens. Donc là aussi, il faut voir cette capacité à alterner. D'une opération de voice cloning, on envoie un message. Donc là, c'était Mark Reed, le PDG de WPP, qui est une grande entreprise internationale, je crois à la base anglaise de publicité. Faux compte WhatsApp qui laisse un message. Et puis, connexion sur Teams, notre système collaboratif, un petit peu qui fait de la visioconférence. Bon, mais là, et donc là aussi, tentative de fraude de directeur qui heureusement a pu être stoppée. Mais donc on voit une modernisation de plus en plus forte et rapide donc de la fraude de directeur qui utilise le voice cloning et un minimum donc voice cloning et les systèmes, les outils de collaboration. Et ça pourrait aller jusqu'au deepfake, puisque là aussi, comme je disais sur le voice cloning, sur le deepfake, on a de plus en plus d'outils totalement libres sur le marché pour reproduire son image et donc la réutiliser. Alors en live, ça reste encore un tout petit peu compliqué, mais on commence à le faire aussi, donc tout devient possible. Et derrière, eh ben, on a en fait là aussi une modernisation de formes de fraude qu'on a toujours connues un petit peu par le passé. Alors, quelque chose qui s'est beaucoup développé initialement dans la sphère Indo-Pacifique, c'est où il y a beaucoup de cadres exécutifs qui vont se balader dans cette vaste masse territoriale et qui se retrouvent un petit peu esselés et qui font l'erreur, évidemment, de discuter avec des jeunes femmes qui sont sensibles à leur solitude temporaire
peut-être aussi à leur porte-monnaie. Euh, et là, on a eu, là aussi, fin 2024, un gang, toujours à Hong Kong. Donc, on voit peut-être derrière une manière de faire des triades ou de groupes cybercriminels ou de groupes criminels qui essayent d'investir aussi dans une nouvelle criminalité. Et donc, il a aussi, et donc là, on aurait récupéré quand même plus de 46 millions de dollars saisis par la police de Hong Kong avec des professionnels qui venaient de Taïwan, de Singapour, de l'Union indienne. Et qui se baladent dans toute la sphère Indo-Pacifique et qui étaient tombés victimes de ce type de honeypot. Bon. Et donc, mais bon, alors ça a évidemment toujours existé, mais là encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient face à des formes d'avatars, de personnalités virtuelles qui semblaient avoir tous les traits, les caractères, les comportements, ce qui est très important, de personnes réelles. Bon. Puis un autre exemple de fraude, là aussi plutôt classique, mais réinventé par les deepfakes, c'est la capacité à avoir des vidéos de personnes de référence qui vont évidemment faire la promotion de certains produits financiers. Donc ça, c'est ce qu'on avait beaucoup vu dans la première partie de l'année 2024 en Inde, avec le National Stock Exchange, le Bombay Stock Exchange, où leurs deux dirigeants respectifs ont commencé à faire la promotion de certains actifs financiers. Il s'avère que, évidemment, ce n'étaient pas les directeurs eux-mêmes, on a repris l'image et, et on retrouve ce type d'opération qui se développe. Moi, sur Instagram, tout d'un coup, j'ai vu passer une personne que j'estime intellectuellement énormément, le grand économiste prix Nobel d'ailleurs, Paul Krugman, qui faisait la promotion de l'achat de crypto-monnaies. Bon, alors évidemment, ce n'est pas du tout le style de Krugman. Et là aussi, c'était un fake, mais voilà, on voit cette réutilisation, on voit ce nouveau type enfin, cet ancien type de fraude qui trouve une nouvelle vie grâce à l'IA et là, à l'utilisation d'images. Bon. Alors là-dessus, il y a quelque chose. Donc, on a un premier choc, OK, euh, mais derrière, qui vient frapper un problème un peu plus de fond de nos systèmes de cybersécurité. Là, je vais faire un tout petit pas de côté sur euh, l'une des raisons un petit peu fonctionnelles, j'allais dire traditionnelles, classiques, mais qui est toujours malheureusement de la réalité de notre cybersécurité, qui est cette forme d'avantage qui existe pour l'assaillant dans le cyber. Alors, dans un monde plus classique, plus traditionnel, on peut représenter ça de façon très caricaturale avec une fortification de type médiéval. On disait il y a un avantage aux défenseurs, et d'ailleurs dans beaucoup de manuels, on dit il faut trois assaillants pour un défenseur, d'où l'avantage aux défenseurs. Et la manière de le comprendre, c'est que dans un système fortifié dit traditionnel, bah, d'une part, les lignes de communication internes, elles sont bien connues par le défenseur, ça c'est un point critique. D'autre part, le défenseur, il est souvent, si c'est une fortification, mais il y a le choix de l'endroit où on le pose et on le pose souvent dans des espaces où on peut mieux voir les ennemis arriver. Donc on voit venir le défenseur, pardon, l'assaillant de loin, surtout si, comme la plupart des positions fortifiées dans le monde médiéval, vont monter sur des collines, des points hauts, ce qui est logique dans cette réflexion-là. Et puis, un troisième point, c'est que lorsqu'on veut tester les vulnérabilités d'une fortification traditionnelle, bah, on le teste. Alors, avec des armées qui vont essayer de voir où c'est que ça peut casser, mais il y a un coût très fort à faire ces tests de vulnérabilité puisque bah, les gens peuvent mourir à force d'essayer de lancer des assauts contre les fortifications, que ce soit balance des boulets, de l'huile bouillante, que sais-je. Il y a une pénalité relativement forte. Donc ça, c'est le monde traditionnel où on dit il y a un avantage aux défenseurs. Et malheureusement, dans le monde du réseau, qui est le monde de la cyber, le monde du réseau informatique, eh bien, je ne sais pas précisément si, en fait, il y a un avantage à l'assaillant, mais en tout cas, l'asymétrie qui donnait l'avantage aux défenseurs, elle est disparue. Et ça s'explique de mille et une façons. D'une part, le réseau en tant que tel et le réseau qu'on doit défendre, quand c'est un réseau corporate, il est extrêmement complexe à tel point que être capable de voir, on va dire, 95% de ce qui se connecte à votre réseau d'entreprise, c'est déjà assez extraordinaire.
Et 100%, enfin, je crois que c'est extrêmement rare. Bon. D'autre part, un point malheureusement classique dans la cyber, c'est que il est extrêmement rare de voir l'assaillant lorsqu'il vient d'entrer. Souvent d'ailleurs, là, c'est ce qu'on disait il y a 4 5 ans, on voit apparaître l'assaillant, on va dire une centaine de jours ou 100 jours après qu'il soit entré dans le réseau. Aujourd'hui, on peut aller quand même un peu plus vite, mais on va le voir, ça prend quand même toujours, on va dire, entre 5 et 10 jours, quand on a les meilleurs des systèmes, pour voir qu'on a été victime d'une intrusion. Donc ça prend du temps, en fait, et on n'a pas l'avantage d'être sur une position avancée où on voit venir l'adversaire de loin. Et puis un dernier point, c'est qu'il y a quand même finalement assez peu de pénalités par assaut. Alors, je n'évoque même pas le cas de cybercriminels qui sont capables de se réfugier dans des pays où il n'y a pas d'accord d'extradition, bon, ou des cybercriminels qui sont en Russie, en Chine, en Bélarus, etc. On n'est pas prêt d'aller les récupérer. Euh, et aussi, il faut le dire, les moyens sont encore compliqués. Les taux d'élucidation et puis donc après, le taux de mise sous les verrous de hackers reste extrêmement faible. J'avais une vieille stat, qui est peut-être un peu vieille, mais qui est montré qu'aux États-Unis, on était à moins de 1% des hackers qui finissaient sous les verrous, et peut-être encore moins que ça. Je ne sais pas si les choses ont évolué, mais de manière générale, ça reste encore extrêmement dur. Bon. Donc ça, c'est ce qui, entre guillemets, existe dans le monde cyber tel qu'il est constitué depuis, on va dire, 10, 15, 20 ans. Et quand on est un grand groupe, évidemment, les choses sont encore plus compliquées. On est un grand groupe du CAC 40, on va avoir 150 à 400 filiales, donc le réseau il est encore plus étendu. On va avoir 2000 à 20 000 fournisseurs, donc c'est encore plus compliqué parce qu'eux aussi ils interagissent. Donc vous voyez, cette complexité du réseau, elle est démultipliée. Et résultat des courses, ben, aujourd'hui, c'est déjà assez dur d'être dans le bon tempo. Évidemment, je vais beaucoup insister sur ce thème-là, d'être dans le bon tempo par rapport à ce que l'on peut voir des assaillants, des chiffres qui viennent de Google Threat Intelligence et de Palo Alto Networks, c'est qu'en moyenne, il faut 10 jours pour arriver à détecter ce qui est une tentative de fuite de données. Et malheureusement, il ne faut que 2 jours en moyenne pour passer de la compromission initiale à l'exploitation et l'exfiltration. Donc, vous voyez déjà que sur ces questions de tempo, ça va très vite et c'est pas nécessairement à l'avantage du défenseur. Mais le problème, et on va toucher maintenant le sujet, c'est que on est dans une phase où malheureusement cette vitesse risque de s'accélérer. Alors à l'écran, vous avez une slide qui a été présentée par euh, un organisme, un petit organisme de recherche qui vient de se créer qui s'appelle Zero Day Clock et qui a présenté ça à l'occasion d'une conférence extrêmement intéressante qui s'appelle Impromptu Con, qui était à San Francisco il y a de ça 2 semaines. Je n'ai pas pu assister en physique, mais j'essaie de suivre un petit peu en ligne, où justement on a beaucoup parlé de ces questions d'IA, et je vais venir. Et ce que montrait donc cet organisme Zero Day Clock, c'est le pourcentage donc de common vulnerability qui ont été exploités ou avant ou le jour même de la divulgation publique. Et il y a encore, on va dire, il y a encore 5 ans, il y avait que, un peu moins de 5 ans, il y avait que entre 20 et 30% de ces CVEs qui étaient exploités avant ou le jour même. Bon. En 2023, mais vous voyez que ça commence à monter, puisqu'on passe de 2018, 16%, pardon, à 2023, on est déjà à 39%. Et puis donc arrive ce choc cyber, d'ailleurs qu'on pourrait même faire remonter au début 2023. Et aujourd'hui, on est passé en gros autour de 35% à quasiment un doublement à début 2026, 67% donc des civils qui sont exploités donc dans des tentatives d'attaque en tant que telles, avant ou le jour même de la divulgation publique. Donc ça, c'est un point intéressant. Alors à 2 titres, parce que avant même l'essor de l'IA générative, celle dont on parle le plus, ben, on voyait déjà un début
d'accélération. Et évidemment, depuis l'essor de l'IA générative, depuis novembre 2022, bon voilà, on est passé à presque un doublement de ce taux. Et on va le voir, il y a des choses qui nous montrent que, ben, effectivement, l'IA est en train d'accélérer très fortement cette exploitation. Parce on a parlé, et c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on évoque le plus, la question de l'IA sur l'ingénierie sociale augmentée, donc les deepfakes, le voice cloning, le spearphishing. Mais ce que l'on sait, ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a des capacités de développement de projets, que ce soit de la programmation ou pourquoi pas du hacking, qui sont de plus en plus avancés. Si on essaie de comprendre un équivalent de la puissance, des capacités de ces, en particulier de ces LLM, donc il y a des mesures qui sont, on va dire, pas forcément les meilleures, qui donnent quelques indices, mais qui pourraient être critiquables. Mais on va reprendre par exemple ce que fait Mensa en Norvège, qui fait passer donc les exercices de QI aux différents modèles de LLM et qui s'est rendu compte que donc à partir de GPT-5 en mode thinking ou GPT-5 Pro, quand vous l'achetez à $150 par mois, eh bien, vous vous retrouvez à ce que eux estiment être un quotient intellectuel qui va être au-dessus de 135, voire 140 de niveau, donc autour de moins de 2% de la population. Encore une fois, faire très attention à la manière de tirer des, comment dire, des conclusions trop hâtives par rapport à ça. Ça, c'est un point de données. Un autre point de données qui est tout aussi intéressant, c'est de voir, par exemple, ce qui a été rapporté dans Nature et après dans la presse de référence aux États-Unis, les médailles obtenues par les LM aux Olympiades internationales de mathématiques. Bon. Et en 2023, ben, il y avait aucun LLM qui avait obtenu ce type de médaille. En 2024, tout d'un coup, on a une médaille d'argent qui a été obtenue par les équipes de Google autour de DeepThink d'Emis Hassabis. Et en 2025, on a deux médailles d'or, l'une toujours pour DeepThink et l'autre pour OpenAI. Là encore, faire attention aux conclusions que l'on peut tirer, mais on voit quand même des capacités qui sont en train d'évoluer de manière relativement rapide et avec des effets qui sont relativement surprenants. On pourrait dire, OK, très bien, mais ça, c'est peut-être pour des tâches spécifiques. OK, mais lorsqu'on regarde, alors, ça, c'est une analyse qui est faite par Meter, qui est un think tank dans le Silicon Valley. Ils essayent d'évaluer les capacités des différents LLM, donc modèle large langage, en faisant une équivalence avec du temps d'expert humain. Certaines tâches vont prendre quelques secondes, quelques minutes, d'autres quelques heures. Bon. Et ce qu'ils ont observé, c'est que, bah, on va dire, jusque vers GPT-4, GPT-4.0, en gros jusqu'en 2024, on était sur des tâches qui, dans un équivalent humain, prenaient au plus élevé juste quelques minutes. Et puis tout d'un coup, vous voyez, il y a une forme d'envolée. Et on se retrouve aujourd'hui, alors si on prend par exemple Opus 4.6, qui est au cœur des grands succès de Anthropic Claude, qui est au cœur, il faut le dire, de Claude Code, etc., ben là, on se retrouve avec des modèles qui seraient donc capables d'effectuer des tâches équivalentes à 12 heures de travail d'expert. Et Meter, voilà, de façon intéressante, fait l'équivalent avec corriger des bugs dans une petite bibliothèque Python, donc ça a été dépassé avec 0.3, exploiter un déplacement de mémoire tampon, ok, entraîner un modèle d'analyse d'image résistante aux manipulations. Peut-être on était déjà avec Opus 4.5, qui, je le rappelle, était sorti à la fin de l'automne 2025. Et donc, avec Claude Opus 4.6, on serait au-delà de
ce que Matter a essayé de mesurer, entre autres, par exemple, l'exploit d'une vulnérabilité dans un contrat Ethereum. Bon, donc ça, c'est intéressant parce que là, on voit une capacité à mener des projets quand même relativement compliqués. Ce qui est derrière donc, ce temps d'utilisation, c'est la capacité à mener des projets avec un vrai chaînage. Bon, évidemment, ça fait aussi évoquer la capacité à mener un chaînage de projets de hacking, bien évidemment. Et ce que l'on constate aussi lorsqu'on regarde cette courbe, c'est que, bon, bah, comme souvent, ce n'est pas une courbe linéaire. Il y a encore 6 mois, Meter disait que ses capacités semblaient doubler tous les 7 mois, cette capacité à gérer des tâches complexes de longue durée. Mais moi, quand je regarde les tout derniers résultats, c'est que ça double tous les 3 mois. Et donc, il y a une forme d'accélération même dans cette capacité à gérer des tâches complexes de longue durée. Bon. Et donc, tout ça, vous le sentez bien, ouvre à des capacités nouvelles de, autant le dire, faire de la cybersécurité offensive. Et justement, l'année 2025 a été très intéressante parce que l'idée on va dire, du hacker autonome d'intelligence artificielle. Cette idée qui, en 2024, semblait encore, pour être très franc, un peu du domaine de la science-fiction, eh bien, on a eu des points de données qui ont commencé à s'accumuler, je dois le dire, dès le premier semestre 2025, et puis alors ça s'est un peu accéléré par la suite, et qui montraient que oui, on commence à voir des choses assez étonnantes. Bon, donc MITRE, donc, un autre grand institution de recherche aux États-Unis public, qui dès 2025, février 2025, testait DeepSeek, donc le modèle dans son instance de raisonnement DeepSeek R1, donc le modèle chinois, qui montrait que sur un framework qu'ils ont mis en place qui s'appelait Ocult, qui est un framework de cybersécurité offensive, eh bien, DeepSeek était capable de répondre correctement à des bonnes approches, entre guillemets bonnes, hein, de cybersécurité offensive. Et pour tester un autre modèle, Llama 3, qui était développé par Meta, Llama 3 était capable de bien réussir certains mouvements latéraux et même des approches living of the land, hein, cette manière de se dissimuler en utilisant les propres systèmes de la victime, entre guillemets, de façon à bien se cacher. Donc des choses qui étaient déjà assez intéressantes. Et puis, on a vu dans différents types de compétitions de plus en plus de résultats assez forts. Une boîte de recherche californienne qui s'appelle Palisade Research qui avait montré dès mai 2025 que dans des concours de capture the flag, les systèmes AI autonomes étaient capables d'arriver dans le top 10 des compétiteurs, voire dans le top 5%. Ou encore, dans tout ce qui est bug bounty chez HackerOne, donc dans le classement général de HackerOne à partir de juin 2025, il y a un système AI autonome qui s'appelle XBOW qui finit par truster la première place. Et puis, en août 2025, on a la DARPA AI Cross CC Cyber Challenge où on va faire travailler plusieurs équipes avec juste de l'IA pour essayer de découvrir des vulnérabilités. On se rend compte que on arrive avec plusieurs équipes à découvrir plus de 54 vulnérabilités dans du code qui n'avait pas été identifié jusque-là en 4 heures. Donc ça, c'est quand même un résultat qui a fait beaucoup réagir. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. On a vu, par exemple, donc ça, c'est une équipe de recherche de Boston University et l'University of California Santa Barbara qui a été capable de créer cette espèce de modèle CVI et Genie qui est capable, sur la base de CVI, de créer un exploit vérifiable avec un taux de succès de 51%. Et de même, on a vu d'autres chercheurs, donc c'est ce que je mets tout en bas, qui ont été capables, là aussi, d'industrialiser cette génération d'exploits en utilisant des modèles, sachant, comme vous l'avez vu sur la slide précédente, qu'on sent qu'il y a eu, même dans ce développement des LLM, une forme de saut qualitatif assez fort lorsqu'on est passé à Opus 4.6
OpenAI 5.3, 5.4, avec d'ailleurs le développement de Claude Code, qui est une forme d'échafaudage autour de ça, mais qui a énormément profité de Opus 4.6. Et puis, on a aussi, de la part de Anthropic, appris que, donc ça c'était de mémoire en novembre, il y aurait eu une tentative d'opération de cyberespionnage chinoise qui aurait été menée à 80-90% en utilisant Claude d'Anthropic. Et puis, une autre révélation, toujours d'Anthropic, c'est la capacité à avoir trouvé, qui est très récente, car je crois 1 ou 2 semaines, la capacité à avoir trouvé là aussi 22 vulnérabilités dans Firefox. Bon. Donc, vous voyez, une montée en fait de différents points qui semblent dire, bah oui, on est capable de commencer à faire des choses avec des systèmes qui sont autonomes. Et d'ailleurs, eh bien, il y a certains experts qui ont, à leur façon, commencé à tirer la sonnette d'alarme. Alors, je reprends l'histoire. En janvier 2025, on est à Paris pour l'AI Action Summit. Et il y avait d'ailleurs un séminaire donc dans notre grande conférence sur l'IA en France et à l'international, il y avait un séminaire sur la question de la cybersécurité et du risque de cybersécurité avec l'IA. Bon, j'ai réussi à me faufiler dans ce séminaire. J'avais posé la question alors, à Yoshia Bengio, qui présidait ce séminaire parce que il était le rapporteur du rapport international sur la sécurité de l'IA, et aussi à Nicolas Butz, qui est l'un des patrons de la cybersécurité de Microsoft, qui était là, de dire, voilà, moi j'ai lu votre rapport, très intéressant, je comprends que sur cette idée du hacker AI autonome, ben, vous mettez qu'il y a un risque qui émerge, mais qui reste encore limité aujourd'hui. Ça, c'est la vision de 2024. On est d'accord sur ce qu'on a vu en 2024, mais voilà, entre nous, quelle est la projection? Et j'ai une réponse un petit peu de Normand, on va dire ça comme ça. Oui, mais bon. Et en fait, ils ont donné la réponse parce qu'ils ont fait une mise à jour de leur rapport juste 8 mois plus tard, en octobre 2025, où, alors ils sont un petit peu, ils sont pas trop exposés, mais ils ont repris en fait des éléments qui viennent du GCHQ britannique, du Cyber Security Center au UK, et qui dit en gros que de leur point de vue, d'ici 2 ans, en 2027, il y a allez, quasiment 100% des attaques qui seront de la cybersécurité offensive qui sera augmentée par l'IA. Bon. Et pour moi, ça c'est encore plus intéressant, un avis, je trouve très fort, de 3 experts pour lesquels j'ai beaucoup d'estime et d'admiration, porté dans alors un magazine qui s'appelle CSO, je ne sais plus si c'était CSO ou CIO Magazine, peut-être une typo là, dans un op-ed en fait de octobre 2025, le même moment. Donc Heather Atkins, plus de une partie de la sécurité des systèmes Google, Bruce Schneier, très grand cryptographe de Harvard Kennedy School, et Gadi Evron, qui est l'ancien chairman du CERT israélien et qui a même monté une start-up là sur la sécurité de l'IA. Et dans leur article, ils disent que de leur point de vue, on est proche d'un point de bascule où on va pouvoir avoir de l'IA agentique, parce qu'en réalité, c'est de ça dont on parle, qui pourrait égaler, voire surpasser les meilleurs des hackers humains en sophistication. Et voilà, bon, pour moi, vous avez vu des points qui avancent, et là, vous avez le point de vue, peut-être un peu subjectif, mais inspiré de ce qu'ils voient eux et de leur expérience, quelque chose qui effectivement est en train de basculer. Euh, et je voudrais juste dire un point là-dessus. Il y avait, il y a 3, 4 semaines, une conférence au Palais des Congrès à Paris, Cyber AI Expo. Il y avait un panel du CESA justement sur Cyber AI. Alors évidemment, moi j'ai titillé l'une des personnes qui était là, qui est l'un des ciseaux de BNP Paribas, et Didier Gras, et qui a répondu, oui, cette question-là, aujourd'hui, cette question de cette accélération du risque du hacker AI autonome, donc du hacker agentique, c'est devenu une question très importante. Je crois même qu'il a dit que c'était la question la plus importante de toute la conférence. Je suis d'accord avec lui.
Je suis d'accord avec Gadi Evron, avec Bruce Schneier, avec Heather Atkins. Bon. Et ce que l'on va essayer de faire maintenant, alors je ne sais pas s'il me reste encore 20 minutes. Euh, Gérard, tu n'hésites pas à m'interrompre si nécessaire. Mais c'est justement essayer de balayer ce que pourrait devenir cette cybersécurité dans sa forme offensive et ce qu'elle pourrait aussi devenir dans sa forme défensive. Parce qu'évidemment, ça va jouer dans les deux aspects. Alors, si je regarde d'abord dans les aspects offensifs, à quoi pourrait ressembler ce nouveau champ de bataille? Je vous remets quelque chose donc que j'avais mis à Dubaï en 2022 en croyant pouvoir faire le malin, en disant voilà, on commence à avoir des avatars, des non-humains qui sont capables de ressembler physiquement par leur image euh, euh, à des êtres humains. Ils vont être peut-être capables d'écrire comme des non-humains, de parler même comme des non-humains, et on pourrait avoir non pas une personne, mais pourquoi pas plusieurs personnes qui pourraient aller vous voir sur différents types de réseaux. Voilà, les réseaux familiaux, professionnels, amicaux ou romantiques. Bon. Alors évidemment, moi j'essaie, là, quand je proposais ça, je me disais, bon, bah, c'est pour 5 à 10 ans, parce qu'il va falloir avoir ces capacités complexes d'intelligence artificielle. Bon, j'avais mal suivi, je dois le dire, ce qui était déjà en train de se dérouler du point de vue de l'IA, en particulier de l'IA générative. Et évidemment, quelques mois plus tard, novembre 2022, on voit apparaître quelque chose et on voit apparaître des nouvelles capacités, certaines qui sont émergentes chez l'ensemble de ces LLM que vous voyez là à l'écran sur votre gauche. Et entre autres, des choses qui ont fini par être démontrées en 2023-2024. Par exemple, alors c'est beaucoup Miral Kozinski de Stanford, la capacité à ce que ces modèles, ces LLM, soient capables d'identifier, si on leur demande, quels sont les traits de personnalité de l'interlocuteur. En particulier, d'être capable de faire une forme d'analyse de Big Five. Donc, ça, c'est les traits de personnalité du style openness, consciousness, extraversion, agreeableness, neuroticism. Voilà. Euh, et, euh, et ça, Kozinski a démontré dès 2023 qu'il y avait cette capacité à pouvoir identifier donc les traits de personnalité de l'interlocuteur et que les LLM étaient capables de le faire. Et il a aussi démontré que les LLM étaient capables de, entre guillemets, identifier quelles étaient les intentions. Ce qu'en théorie psychologique, on appelle, alors en anglais, theory of mind, c'est l'idée que ben, quand on est un enfant, petit à petit, on essaie de comprendre un petit peu ben, la personne qui est en face, pourquoi elle nous parle, quelles sont les intentions, mais ça ne vient pas naturellement. Et ce que Kozinski a montré, c'est que de mémoire, GPT 3.0 avait les capacités en termes de theory of mind d'un enfant de 7 ans, que GPT 3.5 avait donc quand apparaît d'ailleurs en novembre 2022 ChatGPT, avait les capacités d'un enfant de 9 ans, et que GPT 4.0, donc celui qui est venu quelques mois après, avait les capacités d'un adulte. Bon. Et puis ce que l'on sait aussi, ça ce sont entre autres euh, des, euh, des études, des thèses, exercices qui ont été faits à l'EPFL en Suisse, c'est la capacité supérieure qu'ont les LLM à persuader les êtres humains, supérieure aux êtres humains. Bon, alors, donc, ces exercices calculés à en gros 80% supérieur à, donc le nombre de fois où les êtres humains arrivent à convaincre un autre être humain et l'LM, bah, ce nombre de fois il est 80% plus important quand c'est un LLM, en particulier quand le LLM a des données sur l'utilisateur. Mais vous voyez, il peut faire aussi des données. Et alors derrière, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, on peut facilement imaginer qu'on n'est non pas une personne qui va essayer de vous attaquer, mais un essaim d'avatars, de non-humains, coordonnés, et qui pourraient très bien vous toucher sur vos réseaux amicaux pour, pourquoi pas, faire de la reconnaissance de recrutement, sur vos réseaux romantiques, un petit peu ce qu'on a vu d'ailleurs sur les opérations Hong Kong pour faire du chantage ou d'autres types de fraude, qui pourraient vous toucher sur des réseaux familiaux, pourquoi pas pour faire, alors, évidemment, j'ai oublié de me mettre dans la peau des méchants, donc c'est des choses un peu affreuses, mais faire
de harassement sur des membres de votre famille, des enfants par exemple, et puis pourquoi pas s'intégrer directement sur les faux réseaux corporate, sur les Slack, etc. Et donc être un faux collègue ou un faux administrateur IT qui tout d'un coup vous connecte sur Slack et ben là, être capable de faire beaucoup de choses, récupérer l'information, vous envoyer, faire une forme de spear phishing, mais de facto, sa présence est une forme de spear phishing. Et puis, même pourquoi pas, identifier des personnes qui seraient susceptibles de devenir des insider threats et faire du recrutement, du retournement. Bon. Et ça, c'est possible parce qu'on peut très bien imaginer justement ces modèles psychologiques, psychosociaux avancés à la main de ces LLM utilisés pour le coup par des assaillants. Et puis, on peut aussi imaginer donc des jumeaux numériques de l'organisation qui permettent de savoir quelles sont les personnes qui sont vulnérables, comment les toucher, les taper, et donc avoir, encore une fois, non pas une personne, non pas un non-humain, mais pourquoi pas des dizaines de non-humains qui vont intervenir de manière différente pour vous mener à eh bien, l'objectif que l'assaillant cherchait. Bon. Euh, Et à côté de ça, alors pardon, la slide va un petit peu exploser dans tous les sens, mais il y a ce qu'on appelle les side channel attacks, c'est-à-dire la capacité à inférer de tout un ensemble d'informations, eh bien, des données, des informations utiles, pratiques pour faire des attaques. Et là, je donne un exemple, c'est la question de la vidéoconférence. Et cette question de la vidéoconférence, ben, on sait déjà que rien que par exemple, la capture acoustique de ce qui se passe en visioconférence, donc là, faites attention parce que vous êtes tous en visioconférence, donc peut-être qu'on pourrait capter des choses sur vous, eh ben, on est capable, par exemple, si on tape le password au même moment, à 93% de reconstituer le password même si on ne voit pas les touches qui ont été tapées sur le password. Okay, de la même façon, voilà, moi je viens de retirer mes lunettes, peut-être à raison, parce qu'il y a des reflets sur les lunettes, et aujourd'hui, on est capable de reconstituer certaines images, et pourquoi pas, si j'avais à côté de moi eh bien, un rapport qui a été discuté sur un whiteboard ou je ne sais quoi, de choses importantes dans l'entreprise, ben, là, on va être capable de l'identifier. Qu'est-ce qui se passe en fait derrière? On a d'une part des systèmes de visioconférence avec des caméras et de la capture audio qui est de bien meilleure qualité, mais surtout, on a de l'IA. Et l'IA est capable de reconstituer. L'IA est capable de traduire, il le fait très bien dans la traduction entre guillemets français, anglais, j'imagine que vous en avez tous fait un petit peu, mais au-delà de ça, elle est capable de traduire des signaux en informations. Et ça, c'est ce qu'on voit déjà, et c'est la grande peur, entre autres, sur les systèmes de visioconférence, mais on peut l'étendre sur la capacité à traduire, entre guillemets, des systèmes que l'on croyait relativement protégés parce qu'il n'y avait pas nécessairement un pool important d'experts, et où tout d'un coup, oui, eh ben, on va se retrouver avec la capacité à taper. Alors, taper dans, par exemple, du COBOL. Il n'y a pas énormément d'experts en COBOL, mais ça fait partie des systèmes mainframe, par exemple, dans les banques. Ben là, alors en plus, ça a été montré par Claude qui a annoncé qu'ils étaient capables d'analyser du COBOL, ce qui a évidemment tout d'un coup fait tomber les cours de IBM, je crois, de 5 à 10%, parce qu'eux, ils vivent beaucoup sur ces vieux mainframes que peu de personnes sont capables de toucher. Là, tout d'un coup, il y a une forme de démocratisation. Bon. Mais on pourrait tirer le raisonnement sur tout ce qui est operational technology, qui est aussi un petit peu préservé, et on voit plusieurs types de projets, certains académiques, d'autres montés par NVIDIA, où on est capable par les LLM, et je parle bien des LLM là, de lire et comprendre ce qui se passe, ou par de l'IA avec du machine learning, pareil, donc ça c'est NVIDIA Morpheus. Puis on peut même descendre sur tout ce qui est le firmware. On voit même, donc ça c'est une startup chez Y Combinator, qui est capable de traduire, de comprendre. Donc encore une fois, des choses qui étaient écrites en C, des choses qui ne sont pas bien connues, qui tout d'un coup potentiellement peuvent être démocratisables, donc démocratisables par l'attaque. Bon. Puis derrière, euh, on a, on a derrière un ensemble de capacités qui peuvent s'agréger,
parce qu'on n'a pas que l'IA, donc là j'extrapole un petit peu, mais on a une explosion de la robotique qui va nous arriver dans les 5 à 10 ans. On le voit déjà, alors de manière magnifiée, de manière et dramatique, évidemment, en Ukraine, où on sait que l'armée ukrainienne fabrique 7 millions, aujourd'hui elle est partie sur 7 millions de drones par an, mais on a un marché de la, tout ce qui est dronique qui est en train d'exploser. Pareil d'ailleurs sur l'ensemble des robots, y compris d'ailleurs les humanoïdes. On a en Chine désormais certains humanoïdes. Alors, ils ne sont pas totalement prêts à être mis dans l'usine, mais on commence à avoir des humanoïdes un petit peu expérimentaux, des robots humanoïdes à 5 000 $ la pièce. Ils ont l'avantage de correspondre à un form factor qui s'insère extrêmement bien dans l'ensemble, évidemment, des systèmes humains, puisqu'ils nous ressemblent. Bon. Et donc, on a une explosion de la robotique, mais elle qui va être capable de faire d'autres choses. Donc, alors, typiquement, ce qu'on retrouve aussi dans l'IoT, ben, ce que j'ai évoqué, tout ce qui est side channel attacks, donc la surface va être totalement démultipliée, mais aussi, pourquoi pas, de l'interception physique, la capacité à ficher directement, on va dire, des éléments sur des entrées USB, etc., dans les ordinateurs, ben, on va être capable de le faire avec des nanodrones, ça sera possible. Et puis, évidemment, derrière, d'être capable de réaliser des effets cyberphysiques qui, soit pour une attaque pour récupérer de la donnée, de mille et une façons, ou alors tout simplement pour faire des chantages qui, eux, pourraient être beaucoup plus graves, du style payer, ou alors il y aura un accident grave. Donc ça, c'est une dimension. À côté de ça, on va avoir bon, l'explosion du calcul quantique, qui n'est pas encore là, mais vous voyez les projections que je disais, que j'évoquais au tout démarrage. Donc, il faut préparer le terrain à 5 à 10 ans. Mais là, je ne parle pas du chiffrement-déchiffrement. Dans la capacité à trouver, par exemple, de nouvelles corrélations de façon beaucoup plus rapide, et donc pourquoi pas dans les systèmes complexes que constituent les réseaux informatiques, bah, être capable de beaucoup plus rapidement savoir où pourrait se trouver la faille, voire même, mais on peut le faire aussi d'ailleurs avec l'IA, avoir non pas des modèles de corrélation, mais des modèles de causalité. Et il y a la recherche en causalité. Judea Pearl, qui est un très grand chercheur qui a développé des modèles de causalité. Bon, on le voit avec l'IA, on pourrait aussi l'imaginer, pourquoi pas, avec d'autres capacités de calcul. Et tout ça, évidemment, bien sûr, orchestré par l'IA. Donc ça, c'est une autre évolution qui vient s'associer à celle que j'ai évoquée. Et puis derrière, un des éléments clés de l'IA, et que l'on voit ailleurs de manière assez conséquente sur les impacts sur le marché du travail, c'est la démocratisation de l'expertise, voire d'une certaine façon la commodification de l'expertise. Ben, là aussi, évidemment, ça s'applique sur le cyber. Et là, les risques, c'est que ben, on ait une transition encore plus rapide des anciens groupes criminels qui ont bien compris là où se trouvait l'argent, mais on a aussi une démocratisation du hacking. On passe à des formes de ce qu'on pourrait appeler du vibe hacking. Et on le voit déjà. Bon. Et ça, c'est la menace externe pour les réseaux internes, mais on peut aussi imaginer la menace interne. Donc, je vous l'ai dit, toute cette capacité à peut-être identifier, voire recruter des gens qui pourraient être sensibles à devenir des menaces d'insider threat, voire qu'on pourrait forcer par du chantage à devenir des insider threat et auxquels on pourrait, entre guillemets, donner les outils parce qu'ils sont tout d'un coup plus facilement utilisables ben, pour participer à des opérations. Donc là, on a aussi cette surface-là qui explose. Et donc derrière, j'en viens là, à quel type de manœuvre on pourrait assister. Donc moi, à titre personnel, donc il y a tous ces éléments qu'on vient de voir et qui peuvent être orchestrés eh bien, d'une manière multiple pour mettre en place des grandes manœuvres qu'on n'a pas encore vraiment vues et où on va jouer à plein sur la masse, comme diraient les militaires, mais une masse super intelligente. Et donc, de la même façon qu'on a depuis maintenant au moins une vingtaine ou une trentaine d'années les attaques de déni de service, une vingtaine d'années, les DDoS, ben, on pourrait avoir ce que moi je me suis permis d'appeler les DDAS, Deployment of Agent Swarms, mais donc en fait non pas un hacker autonome, mais plusieurs dizaines de hackers autonomes qui pourraient chacun être coordonnés, évidemment, et être capables, après, d'avoir et d'engager des manœuvres beaucoup plus subtiles que ce que l'on connaît aujourd'hui, et qui chacun serait extrêmement intelligent, comme si, en fait, on avait plusieurs forces spéciales qui venaient
attaquer ou tester l'entreprise. Donc, on pourrait très bien imaginer soit évidemment un aspect d'attaque brutale où c'est l'ensemble des départements qui vont être touchés, soit imaginer des manœuvres de diversion, soit pourquoi pas avoir des attaques de dégradation lente jusqu'à avoir le coup de poing final, etc., etc., etc. On a déjà vu une augmentation de la sophistication, par exemple, de rançongiciel. On est passé de l'extorsion à la double ou triple extorsion. Là, on pourrait passer à des choses beaucoup plus sophistiquées, d'ailleurs, réclamerait un grand effort d'imagination. Et est-ce que ça ressemble à la science-fiction? On a vu que non confère les capacités de chacun de ces systèmes agentiques. Et puis, on voit apparaître, j'avais mis cette slide, donc je l'avais présentée en janvier, et on n'avait pas encore tout ce qu'on a vu apparaître autour de OpenCloud. Et OpenCloud est capable de gérer, alors théoriquement, jusqu'à 10 agents et de façon réellement effective entre 3 et 5 agents. Mais on a des concurrents, alors un qui s'appelle Cloudflow, qui serait capable de gérer jusqu'à une centaine d'agents. Et ce qui est certain, c'est que cette capacité à être multi-agent, du point de vue de tout ce qui est développement du code aujourd'hui, on en est encore, entre guillemets, au début. On s'en reparle à la fin de l'année. Mais si on est capable de le faire, entre guillemets, pour les gentils, ben peut-être qu'on est aussi capable de le faire pour les méchants et de le faire avec des manœuvres, et j'insiste là-dessus, qui pourraient être très nouvelles, très innovatives comparées à ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est ce champ de manœuvre nouveau. Et derrière, je vais peut-être aller vite encore une fois. Gérard, tu me dis si je dépasse dans le temps, hein, tu n'hésites pas à m'interrompre. Bon. Euh, Là aussi, de nouvelles perspectives sur la défense. Alors, tout simplement, l'utilisation de la cybersécurité avec de l'IA et de l'IA agentique. Bon, et là, vous avez un florilège de chiffres qui vient un petit peu à droite à gauche, mais qui montrerait que pour certains systèmes agentiques, effectivement, ben, là aussi, vous êtes capable d'aller beaucoup plus vite sur les détections. Donc là, c'est quelque chose qui vient d'un groupe qui s'appelle Ster Cyber. On serait à 20% de temps de détection, on ferait 20%, on serait 20 fois plus rapide, avec aussi le mean time to remediation qui serait réduit de 60%. Et c'est ce que vous voyez un petit peu à l'écran. Donc là aussi, une nécessité qu'en utilisant des systèmes également agentiques, face à une menace agentique, bon, on est capable d'aller, en tout cas, de ne pas perdre le tempo et d'aller peut-être aussi vite que l'adversaire. On peut aussi évidemment utiliser ces nouvelles capacités des LLM, comme je l'ai dit, qui sont capables de traduire d'un langage à l'autre et d'un langage de programmation à l'autre, et ben, tout simplement à traduire des éléments de la stack vers, vers des langages de programmation qui sont plus renforcés. Que ce soit Rust, et je crois qu'il y a un programme d'ARPA qui s'appelle Tractor autour de ça, ou même, pourquoi pas, des langages de preuve formelle, qui sont des langages qui souvent nécessitent 5 fois plus de lignes de code et sont compliqués donc à implémenter, beaucoup plus coûteux. Et ça, c'était avant qu'on ait des outils IA qui puissent nous aider peut-être à les implémenter de manière beaucoup plus rapide. Et là aussi, de nouvelles perspectives donc, pour écrire du code qui sont, entre guillemets, portés par des langages où il y a naturellement moins de risques. Bon. Mais on peut même aller euh, quasiment faire tout pour supprimer tout bug qui serait dans le code. Et ça, c'est l'objectif d'un grand projet de Google qui est porté donc par Heather Atkins, entre autres, que j'avais évoqué, qui avait écrit l'article avec Bruce Schneier et avec Gadi Evron, et qu'on avait parlé encore une fois à cette grande conférence et de ces 2 semaines Unprompted Con à San Francisco. Et donc, il y a un projet Google là-dessus. L'objectif, c'est être capable, d'ici peut-être 2030, de ne plus avoir de vulnérabilité dans le software que l'on va produire. Vous voyez, c'est quand même très ambitieux. Alors, c'est décomposé entre Big Sleep, donc ça, c'est un travail avec Google Threat Intelligence, donc la capacité à découvrir des vulnérabilités 0 days et à confirmer leur exploitabilité. Et puis un autre module qui s'appelle CodeMender, qui est plus récent, qui lui va être capable tout simplement de faire la remédiation. Et puis derrière,
d'être capable de nourrir tout ça dans des LLM qui vont être capables de produire du code qui, naturellement, bah, n'aura pas toutes ces vulnérabilités. Les aspects de compétition commerciale entre Gemini et le LLM de Google et puis OpenAI et Claude. Bon. Et donc là, je continue un petit peu sur Google, mais ce qui montre, c'est qu'effectivement, ils ont été capables de identifier plus de 25 vulnérabilités critiques au cours des 12 derniers mois. On parle bien de vulnérabilités critiques. Et donc, le module CodeMender a commencé à se mettre en place, aurait fait plus de 60, depuis octobre, aurait été capable de réparer plus de 72 problèmes, dont d'ailleurs un exploit zéro clic sur iOS, sur le mobile de Apple. Bon. Une autre manière, encore une fois, de penser le problème, eh bien, c'est que l'adversaire ou les adversaires, en fait, vont entrer dans l'entreprise et ne pas comprendre qu'en fait, ils tombent dans des pièges où ils sont éminemment ralentis. Et là, il y a différents aspects, des aspects d'augmentation, d'augmenter de façon beaucoup plus forte la segmentation et la microsegmentation. Des aspects aussi aidés par l'IA d'être capable pour soi, ben là pour le coup, d'avoir un modèle, un jumeau numérique beaucoup plus avancé de l'entreprise et d'ailleurs un jumeau numérique qui puisse avoir, et ça on peut le faire aussi d'ailleurs avec l'IA et ça se fait avec des panels synthétiques, d'être capable, pourquoi pas, d'avoir des jumeaux numériques de l'organisation, y compris de l'organisation humaine de l'entreprise. Bon. Et puis on peut même rajouter des choses qui ont toujours existé du style Honeypot, Honinet, mais qui est une industrie qui a cru à pouvoir se développer au milieu des années 2010 et puis il y a eu beaucoup de difficultés. Mais peut-être que là, avec l'IA générative, eh ben, on va être capable d'avoir donc ces pièges, ces systèmes de leurre, pour parler en français, eh ben, qui vont être capables de faire perdre leur temps, pourquoi pas piéger d'ailleurs les adversaires. Donc là, on a toute une manière de pouvoir absorber et piéger cet adversaire qui risque de venir par vague. Oui, mais si on a encore une fois eh ben, un tampon d'absorption virtuelle qui est à base de l'heure, à côté d'une segmentation très rapprochée, voire d'une micro-segmentation qui permet de ralentir énormément l'adversaire, ben, peut-être qu'on va regagner le tempo par rapport à l'adversaire. D'autant plus que si, évidemment, on peut démocratiser la cybersécurité offensive, on peut aussi démocratiser la cybersécurité, par la cybersécurité offensive, on peut aussi démocratiser la cybersécurité défensive. Et là, je dois le dire, c'est quand même l'un des grands axes de développement de la cybersécurité, confère l'importance systémique du facteur humain. OK, mais si je suis capable, par exemple, d'avoir un espèce de Jiminy Cricket qui va être toujours derrière moi pour m'aider à comprendre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire attention à de mauvais effets, de mauvaises manipulations, des erreurs de comportement, et puis après même me faire comprendre ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Donc si je peux vraiment aider, entre guillemets, l'utilisateur à comprendre et à agir, à être mieux outillé, et je parle là de tous les utilisateurs humains de l'entreprise, peut-être que là aussi, tout d'un coup, je vais être capable de réduire ce qui a été toujours un problème de fond, qui est ce facteur humain qui est central dans la cybersécurité. Et puis derrière, si je suis capable de faire une évaluation plus large de ces risques, eh bien, je vais être capable peut-être d'identifier plus rapidement des indices de compromission, d'être capable de mieux les évaluer, et si je les forme de systèmes d'échange, ben, de pouvoir échanger entre les différents participants et donc d'aller plus vite que qui? Plus vite que les adversaires, pour faire circuler et communiquer sur les éléments de la menace. Bon. Et ça aussi, évidemment, ça pourra être orchestré par l'IA qui pourra adresser, face au darknet, créer un espèce de brightnet capable d'adresser l'information la plus pertinente qui viendrait, par exemple, du même espace industriel pour se dire, attention, on a ce problème sur ce logiciel, donc il faut agir tout de suite, etc., etc. Donc là aussi, vous voyez comment l'IA, la bonne IA, pourrait orchestrer la manœuvre de défense. Et donc, on aboutit à ce point qui est donc cette ouverture, entre guillemets, de monde nouveau, et vous sentez qu'il y a une question fondamentale qui est celle de l'IA, entre guillemets, utilisée par the bad guys, hein, les méchants,
et l'IA utilisée par les gentils, et que dans les deux cas, il y a un effet d'accélération, et que ce qui compte, eh ben, ça va être d'aller plus vite que l'adversaire, hein. Comme disent les militaires anglo-saxons, the quick and the dead, les vifs et les morts. Et bien, cette question-là qui a toujours existé dans la cyber, elle va être magnifiée dans les questions de la cybersécurité à l'âge de l'IA. Bon, et donc, euh, il y a tous ces points que j'évoque. Il va falloir être plus clair si on veut être capable de se battre contre l'IA. Ça voudrait dire aller plus vite contre la mauvaise IA, hein, l'IA noir et rouge qui est sur la gauche. Bon. Et donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire comprendre quelle est la vitesse d'évolution de l'ennemi, quel est son tempo, d'une part. Ensuite, être capable déjà de savoir en interne, mais c'est une chose de base, mais est-ce qu'on est à la bonne maturité, d'une part, et d'ailleurs aussi, est-ce qu'on est capable d'évoluer assez rapidement. Et puis, ensuite, eh bien, les mesures voyez, pour ralentir l'attaquant. Et là-dessus, donc j'avais évoqué tout ce qui est cybersécurité déceptive, j'avais évoqué les éléments de microsegmentation, etc. Entre parenthèses, Gartner estime que ce que eux appellent la cybersécurité, je crois, préemptive ou préventive, c'est pas la même chose, bon, je voudrais que je revienne sur les termes de Gartner, mais qui inclut, par exemple, la cybersécurité déceptive. Eh bien, en 2024, c'était estimé à environ 5% du marché mondial des produits de cybersécurité. Eux l'estiment à 50% en 2030. Vous voyez comment les choses vont se transformer rapidement, pour autant qu'on va s'outiller très vite. Bon. Et évidemment, donc ça c'est pour ralentir l'assaillant, et donc il faut aussi accélérer la capacité de traitement des défenseurs, et c'est tout ce qu'on a vu évidemment de l'IA agentique, qui va être de toute façon naturellement injectée par les systèmes de défense, mais il va falloir évidemment devoir le faire de la façon la plus rapide avec cette question terrible, c'est que, il y aura à nouveau ceux qui vont vite et ceux qui seront à voir. Parce que les cyberassaillants, évidemment, ils seront toujours pareto efficaces. Et si vous êtes très lent, eh bien, vous ferez partie des perdants. Bon. Euh, c'est comme malheureusement lorsqu'il y a un troupeau de zébus et puis un lion qui est lâché contre eux, c'est ceux qui seront à voir, ce sont les plus lents. Bon. Et donc ça, c'est un problème, évidemment, et j'insiste vraiment sur cette question de vitesse, parce qu'elle s'est toujours posée en cybersécurité, mais là, elle devient encore plus forte. Elle nécessitera peut-être d'accélérer certains changements dans l'organisation, d'agir très rapidement. J'avais rajouté le mot de Churchill lorsqu'il est arrivé au gouvernement où parfois il tamponnait certaines actions et c'était action this day, il faut faire ces choses-là aujourd'hui et bien aujourd'hui et pas demain. Bon. Et puis derrière, évidemment, bâtir une gouvernance et une réflexion économique sur cette question de la vitesse. Bon. Et pour finir, le monde que ça ouvre, ben, c'est un monde où soit on est capable de bien s'adapter à cette nouvelle vitesse cyber, soit on va être trop lent. Et évidemment, il faut le croiser avec le monde auquel on est en train d'entrer. Donc là, c'est une dernière vision un peu prospective, mais où évidemment l'entreprise et puis nos sociétés de manière générale sont confrontées, on le voit bien aujourd'hui, à nombre de nouveaux chocs exogènes. Et là, en gros, pour faire une matrice très simple, soit on est capable de maîtriser la vitesse d'adaptation, et mais on se retrouve à être dans un monde qui ressemble, pour être très franc, un petit peu à celui qu'on a aujourd'hui. On n'est pas capable réellement de maîtriser ces chocs exogènes, qui sont des chocs géopolitiques, sur lesquels je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, plus des chocs environnementaux, et pourquoi pas des chocs sanitaires, etc. Dans ce cadre-là, évidemment, la cyber va être un point central, absolument central, une cyber qui sait s'adapter à la bonne vitesse, parce qu'elle va être capable de maintenir le cap. Bon, mais il va falloir donc beaucoup investir sur cette question de vitesse. Euh, et si on n'est pas capable de le faire, eh bien, c'est là où non seulement on aura ces chocs exogènes, mais en interne, on va se retrouver, et c'est un risque, avec une forme de dégradation profonde, ce que j'appelle la spirale du chaos, parce qu'on ne va pas assez vite dans l'amélioration des systèmes cyber face à l'attaque.
Et donc là, évidemment, ça ouvre sur des scénarios qui sont plus négatifs. Mais voilà, c'est un petit peu le monde qui se constitue avec cet espoir qu'on sera évidemment capable de gagner cette course de vitesse et donc à nouveau que cette dimension de la vitesse puisse être à minima mesurée de façon à ce qu'on puisse être plus rapide qu'un océan qui, lui, va énormément accélérer avec l'IA. Voilà, j'ai tenu à peu près 1 heure. J'espère que j'ai pas trop dépassé. Je vais arrêter là le partage.